Le show au nom imprononçable s'est achevé hier soir. Comment était ce WrestlePalooza? On va en parler dès maintenant. Bonjour à tous, c'est Gaël. On va peut-être mettre un peu plus d'entrain. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui il va être temps de revenir sur WrestlePalooza, qui s'est donc tenu hier, dans la nuit de samedi à dimanche, du côté d'Indianapolis. On avait pas mal d'attentes pour beaucoup, je pense, parce qu'on avait quand même une carte assez stack. Et les avis qui sont ressortis du show sont un petit peu mitigés. Et on va donc revenir en détail sur la carte pour parler de tout ça. On va pas tergiverser plus longtemps, si ce n'est que, avant toute chose, j'ai une annonce à vous faire. Grosse annonce, attention, préparez-vous, notez dans vos agendas, ça va être absolument exceptionnel. Si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, on va dire au moins 2022, vous savez certainement que j'ai fait des séries, que ce soit en vidéo ou en live, sur le mode MyGM de WWE 2K. On en a fait une sur le 2022 qui était en vidéo, il y en a eu une autre sur le 2023 en live qui était certainement une des périodes que j'ai préférées sur YouTube. J'en avais démarré une sur le 2024, c'était un petit peu plus compliqué, on s'est arrêté en cours de route alors que j'avais bien fait les choses pour rendre tout ça bien. Et jusqu'à présent, on n'avait encore rien fait sur 2K25 et c'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui que le MyGM revient sur WWE 2K25 avec quelques petites particularités. Ce sera assez différent quand même de ce qu'on a fait auparavant, mais en même temps on va retrouver un peu l'ambiance du MyGM de l'époque. Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain en live à partir de 21h pour le début de cette nouvelle aventure. En tout cas voilà, j'ai hâte de vous proposer ça, ça fait quelques temps qu'on travaille là-dessus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour ceux que ça intéresse. Ça va être sympathique, je pense. Et on va pouvoir se lancer dans la review de WrestlePalooza. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous passez un bon moment. Ça me soutient énormément pour continuer sur cette lancée. Comme ça vous raterez pas les lives et les prochaines vidéos. C'est pas mal quand même. Bon, WrestlePalooza. C'est bon, après tout ça, on va enfin pouvoir passer à autre chose et arrêter les vannes sur le nom de ce show. Premier Premium Live Event sur ESPN, assez incroyable. Et parce que les joies d'ESPN, du coup, font que il y avait des pubs pendant le show. Des pubs sur un Premium Live Event, oui, vous ne rêvez pas. Alors bon, moi je vais pas me plaindre particulièrement parce que j'ai vu le show en différé ce matin, donc j'ai pas vraiment eu de problème avec les pubs, j'avais juste à passer. Mais quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu sur le cul, comme disent les jeunes. C'est pas banal quand même, c'est-à-dire qu'on paye déjà un service au préalable pour regarder les shows, et on se tape quand même de la pub derrière. Bon, enfin bref, on va pas s'étaler plus longtemps là-dessus, je vais me décaler, et attends, par contre, non, on en a pas parlé, mais quand même, nouvelle chaise, du coup vous aurez quand même vachement moins les bruits de chaise quand je me replace, ça va être beaucoup plus agréable, et c'est même plus agréable pour moi parce que j'ai pas mal au dos. Bref, on va se lancer directement, et le match qui a ouvert ce show était l'opposition entre John Cena et Brock Lesnar, contrairement à ce qui avait été annoncé par les insiders au préalable il y a quelques semaines, quelques jours en tout cas. On nous annonçait ce match en potentiel main event, il n'en est rien, et on est là pour ouvrir le show. Je vais pas m'étaler longtemps sur ce match, et ça va être le cas pour les autres aussi, je pense, parce qu'il y a les championnats du monde de cyclisme après, va falloir que je loupe ça. Enfin bref, un peu de sérieux quand même. Donc, Brock Lesnar contre John Cena, match qui est buildé, entre grosses guillemets, depuis SummerSlam et le retour donc un peu controversé de Brock Lesnar et à juste titre. Et le match, c'était exactement ce à quoi on s'attendait, un squash, globalement, voilà. Brock Lesnar a détruit John Cena. John Cena a eu 2-3 comebacks, voilà, il a fait ses trademarks, il a fait 2 ou 3 attitudes adjustment, mais Brock Lesnar se dégage, et Lesnar a porté 5, 6 F5, je sais plus, pour remporter la victoire. Bah, sur le moment, j'étais totalement indifférent, hein. Je me suis dit, bon, allez, la WWE a pris cette décision, allez-y, faites votre délire, je suis pas dans le train en tout cas. Et en voyant les réactions de beaucoup de gens, j'ai pas mal changé d'avis, et je suis un peu moins indifférent vis-à-vis de ça, parce que c'est quand même vachement triste qu'on ait gâché une des dates de John Cena, un de ses derniers matchs, sur un match comme celui-ci. À la limite, si voilà, tu nous fais un Cena Lesnar, on balaye l'extra sportif, on se dit on fait un match Cena Lesnar, ils ont un passif, ok, mais nous donnez pas, on a eu quoi, c'était même pas 9 minutes le match n'a même pas duré 10 minutes, et on a un squash. Et pourquoi faire ça? Ils auraient pu au moins faire un effort pour donner, je sais pas, au moins 15 minutes. Au moins 15 minutes d'action, de quelque chose. D'une histoire qui se raconte. Là, il n'y a rien. C'est vraiment triste que cette tournée d'adieu de John Cena prenne cette tournure. On aurait aimé AJ Styles, on aurait aimé du Seth Rollins, peut-être du Drew McIntyre. Il y avait tellement d'autres possibilités pour John Cena qu'un Brock Lesnar qui va certainement pas revenir après coup. Je vois pas, qu'est-ce que tu vas faire avec Brock Lesnar derrière? On le connaît, le loustic, n'est-ce pas? Il va sûrement disparaître et aller peut-être revenir pour Crown Jewel, peut-être pour le Royal Rumble, prendre son petit chèque, mais il est plus là pour raconter grand chose, à moins que, j'espère me tromper, je sais pas si j'espère me tromper, parce que bon, revoir Lesnar ne m'enchante pas des masses, je vais être honnête, même si j'ai tendance à être plutôt du côté optimiste en général quand je regarde la WWE,
Mais là, quand même, oui, force est de constater que on mangeait bien mieux il y a quelques mois. Donc voilà, premier match, très mauvais choix d'opener, je pense. Hein, il y avait beaucoup d'autres possibilités. Ouais, ce match aurait dû être en mid-card, je pense. Ça aurait dû être vraiment au tout milieu du show. Le truc, c'est que c'est John Cena. John Cena, ça tournée d'adieu. Brock Lesnar, voilà, c'est Brock Lesnar. Quoi qu'on en dise, c'est une attraction. Lesnar, en plus de ça, bon, il veut pas rester trop longtemps au show. Il a sûrement squashé John Cena, puis il est reparti après. Pas très bonne entame de show, on va pas se mentir. Et le match qui vient après a un peu relevé le niveau quand même, je dois l'avouer. Puis il y a eu un petite émotion, puisqu'il s'agit du match entre les Usos et The Vision, Bron Breakker et Bronson Reed, avec une particularité, c'est qu'il y a eu une bagarre qui a éclaté, je crois, juste avant le show dans le countdown, et donc LA Knight s'est interposé, il me semble, et Adam Pearce a dit, bon bah tu vas être l'arbitre spécial. Donc LA Knight est l'arbitre spécial. Est-ce qu'il y a eu une réelle plus-value à tout ça? Pas vraiment. Voilà. Mais le match, lui, était très sympathique, et au final, bah la seule plus-value de LA Knight, c'est qu'il a tout simplement laissé faire. Hassoul, frappez-vous avec des objets et tout. Bronson Reed, il a sorti une chaise. On a laissé faire. On a laissé taper avec des chaises. On a laissé les tables, tout ça. Débrouillez-vous entre vous. Moi, je suis là juste pour compter. Et puis voilà. Bon, il y a eu quand même grosse séquence d'émotion parce que les Usos sont de retour ensemble. C'est mon équipe préférée de tous les temps. C'est en grande partie grâce aux Usos que je vous parle aujourd'hui. Et en plus de ça, ils sont rentrés sur l'ancienne musique. C'était grosse émotion. Ils ont un peu gâché tout ça parce que voilà, il y a Jimmy Uso qui a arrêté la musique, qui a dit vas-y, on prend le micro, et qui a dit bon allez, allumez vos lumières, on fait comme à Paris, comme en France, et on est parti sur la musique de Jey Uso. Bon, j'ai rien contre la musique de Jey Uso, j'aime bien, mais on pouvait profiter, on pouvait kiffer l'entrée, l'ancienne musique, c'était bien. Ils ont un peu gâché le tout. En plus de ça, bon, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas le plus important, mais la tenue des Usos, il y avait quand même mieux, hein. Je sais pas s'il y a une référence à Indianapolis ou une quelconque référence à qui que ce soit, mais c'était pas très joli. Kaki, Bordeaux là, on a vu mieux quand même, on a vu beaucoup mieux. Contrairement à The Vision qui eux étaient noir et doré, c'était très bien. Et le match qu'on a eu, ça ressemblait plus à, c'était juste le bordel. Ça a été le bordel et j'ai bien aimé. On passe un bon moment, on a utilisé des objets, les équipes ont eu leur trademarks. Globalement, c'est Jimmy Uso quand même qui va prendre la majorité des coups de la part de The Vision. Et on attend évidemment le hot tag de Jey Uso, ça va partir dans tous les sens. Voilà, il y aura des spears, des Uso splash, des spears, des tsunamis, surtout un tsunami à la fin. Parce que les Usos semblaient partis pour prendre le dessus, mais finalement Bron Breakker va porter une double spear au Uso à travers une table qui était placée dans le coin. D'ailleurs, Jey Uso qui a fini en sang, je sais pas si c'était prévu ou si c'était dû à une mauvaise réception sur une chute, mais voilà, Jey Uso était ensanglanté, ça a ajouté un petit peu de petite touche de pas grand chose finalement, parce que ça avait pas réellement de sens dans la storyline, je trouve, mais bon, j'aime pas être aigri, je l'ai déjà dit pourtant. Et donc voilà, double spear, tsunami enchaîné par Bronson Reed sur Jey Uso pour obtenir la victoire. Victoire de The Vision, c'était divertissant, on a passé un bon moment, c'était pas trop long en plus, voilà, je trouve que c'était bien, c'était sympathique. On passe donc au match suivant, et on va pas passer par 4 chemins, c'est unanime pour tout le monde je pense, et si ce n'est pas l'opinion de qui que ce soit ici, je comprends pas, le match de la soirée est de très très loin le match pour le championnat du monde féminin entre Io Sky et Stephanie Wacker. J'attendais pas mal de ce match parce que déjà sur le papier t'as deux excellentes catcheuses, en plus de ça voilà t'as l'enjeu du titre, on sait pas qui va repartir avec, et on s'attendait à du bon catch. Il y a pas vraiment de storyline en fin de compte derrière parce que c'est deux babyface, et c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce match, c'est que on n'a pas vraiment de storyline, on a juste deux catcheuses qui veulent gagner, et ça c'est formidable. On a eu du superbe catch, évidemment, des bons enchaînements dans le ring avec des roll-ups, des tentatives de tomber, des esquives, des prises. Ça, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà on a une Io Sky quand même qui va, je dirais pas qu'elle prend le rôle de heel, mais en fait elle va se montrer quand même très confiante par moment parce qu'elle a quand même un peu plus d'expérience que Stephanie Wacker à la WWE. Donc elle va généralement prendre le dessus, et puis des fois aussi c'est ce qui va permettre à Stephanie Wacker de trouver des petites ouvertures. Et ouais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que plusieurs fois, les deux ont teasé leur trademarks, leur prise fétiche. Alors je sais plus comment ça s'appelle le truc de Stephanie Wacker qui fait complètement vriller Booker T. Je sais plus comment ça s'appelle, mais quelques fois elle a tenté de le faire, mais Io Sky a toujours trouvé un moyen de s'en sortir. Et pareil pour Io Sky qui a tenté le moonsault quelques fois, Stephanie Wacker a toujours, quasiment toujours su répondre, a toujours esquivé, a réagi très vite pour aller la chercher en haut du poteau. Et ça, j'ai trouvé que c'était très cool parce que là on avait un vrai match compétitif avec deux catcheuses, deux excellentes catcheuses qui
en veulent un max, qui veulent gagner à tout prix, et c'était génial. Au final, il n'y a peut-être pas vraiment de gros spots qu'on va retenir, si ce n'est justement la fin du match, parce qu'en fait c'était tout simplement de l'excellent catch, on s'est régalé. Stephanie Wacker à un moment qui a quand même porté un springboard crossbody à l'extérieur du ring, c'était plutôt propre. Et le tournant du match, je pense que c'est un moment où justement Io Sky est sur la 3ème corde et Stephanie Wacker va lui tourner la jambe en gros et du coup lui faire très mal à la jambe, et elle va porter ça une 2e fois un peu plus tard dans le match, et c'est ce qui va être clairement le facteur X de ce match. On arrive à un moment où Io Sky elle veut porter son double coup de genou là dans le coin, elle va enlever ses protections de genoux, elle va porter son truc là, et elle est en position pour le moonsault, elle a plus ses protections. Stephanie Wacker va esquiver le moonsault, et donc Io Sky se réceptionne sur les genoux, sans protection ça fait très mal, surtout que son genou du coup était déjà bien atteint avec ce que Stephanie Wacker lui avait infligé. Stephanie Wacker va donc porter son, je sais pas comment ça s'appelle, son finisher, c'est un espèce de corkscrow moonsault, je sais pas trop, depuis le haut de la corde, de la 3ème corde, et obtenir le compte de 3, la victoire de Stephanie Wacker, grosse victoire pour elle qui est à la WWE depuis pas si longtemps que ça je crois, il me semble que c'est même pas un an. Elle a déjà remporté les 2 titres du côté d'NXT, maintenant 1er titre mondial dans le main roster, au terme d'un match qui était absolument incroyable, avec en plus de ça une magnifique séquence, une magnifique marque de respect entre les deux à la fin. Il y a beaucoup d'émotions, elle va aller voir il me semble son père aussi en ringside et célébrer avec lui, c'était formidable. Merci mesdames, merci le catch. Et par contre, je dois dire une chose, le public n'a absolument pas rendu hommage à ce match. Enfin, il y a eu des petits chants This is awesome, mais quand tu compares aux autres matchs de la carte où le public a été quand même relativement vocal, je trouve, pour un public américain, là il manquait quelque chose, on manquait d'entrain de la part du public, alors que putain c'était excellent. Elles ont donné tout ce qu'elles avaient, c'était vraiment dans la continuité en fait de ce que la division féminine propose depuis le début de l'année, notamment avec Io Sky. On va pas se mentir, Io Sky quand même c'est incroyable, mais voilà, on a parlé de WrestleMania, le triple menace, Evolution qui avait des matchs incroyables, la trilogie Becky Lynch, Lyra Valkyria, là on a ce match en plus de ça, c'est possiblement un des matchs de l'année, c'était incroyable, vraiment s'il y a un truc à retenir de ce WrestlePalooza, c'est clairement ce match, et il a été à la pire place sur la carte, je comprends pas. Ça par exemple ça aurait pu être un excellent choix d'opener, je trouve, très bon opener, et même ça aurait pu mériter le main event, quand on voit comment ce dernier s'est terminé. Mais enfin bon, on retiendra quand même que c'était un excellent match, victoire de Stephanie Wacker. J'ai adoré, c'était incroyable, merci. Merci beaucoup mesdames. Et on peut passer donc à la suite. Et la suite, oh, quelle suite! Le match par équipe mixte entre l'équipe de Seth Rollins et Becky Lynch et celle de CM Punk et AJ Lee. Le premier match pour AJ Lee à la WWE depuis WrestleMania 31, et oui, ça commence à faire, ça fait plus de 10 ans. Déjà, on a une grosse entrée pour Becky Lynch et Seth Rollins qui sont sur une espèce de piédestal en tenue violette et bleue, voilà, c'est bien évidemment très flashy, très extravagant dans le rôle de Seth Rollins toujours, mais c'était très sympa. Grosse entrée évidemment pour Punk et AJ Lee, grosse réaction de la part du public. Et on a donc le match qui commence, et ça met du temps à se mettre en marche parce que voilà, Becky Lynch et Seth Rollins sont très provocateurs, et on sait pas qui c'est qui va commencer le match, on fait des tags, on fuit. Finalement, Punk va finir par lancer les hostilités. Et ce match, bon, bah, c'est assez similaire à beaucoup de matchs par équipe finalement. On a une attraction particulière, parce que bon, Rollins, Punk, Becky Lynch, on aime bien. Mais là, c'est AJ Lee, c'est son premier match depuis 10 ans. Là, on attend qu'elle. Et forcément, bah, on va beaucoup teaser le hot tag pour AJ Lee. Il va finalement arriver après que... Alors bah, je crois que oui, Punk porte un GTS à Seth Rollins qui était en train justement de se moquer un peu de ses adversaires. Il faisait la petite danse des Jelly, tout ça. Donc Punk va porter le GTS. Et ça va donner une ouverture. Becky Lynch va essayer de l'arrêter, mais non, du coup, tu vas pas arrêter CM Punk malheureusement. Et donc AJ Lee rentre, elle va complètement dérouler son arsenal, des fesses press, elle va faire des sauts dans les coins. Elle enchaîne tous ses trademarks. Et bon, maintenant le match, on va quand même résumer un petit peu parce qu'on va pas rentrer dans les détails. C'était quand même presque 30 minutes, ça m'a paru un petit peu long au bout d'un moment. Quand il y a eu le tag d'AJ Lee, je me suis dit, bon, allez, il reste peut-être 3, 4, 5 minutes grand max. Je crois bien qu'on était à la moitié du match à peu près quand il y a eu le hot tag, pardon pour le micro. C'était un peu long quand même, je trouve que on a un petit peu trop éternisé le tout, même si c'était pas forcément mauvais, je trouve que j'ai passé un bon moment quand même devant ce match. Tout le monde a porté ses finishes, évidemment, il y a eu des Manhandle Slam, les Black Widow, des Jelly, c'est comme ça que ça s'appelle je crois. Il y a eu des stomps, des GTS, il y a eu de tout, et on va arriver à ce spot final donc, où tout le monde est sur les tables des commentateurs, il y a Jelly et CM Punk qui ont dégagé les tables, et ils sont prêts à porter... je sais plus quoi, sur les tables des commentateurs pour les détruire. Becky, que tout le monde se contre. Ensuite, voilà, on est en position où CM Punk s'apprête à porter un GTS à Seth Rollins.
et Becky Lynch est en position pour le Manhandle Slam. Mais Becky Lynch, elle voit que son homme est en difficulté, donc par réflexe, elle va balancer AJ Lee sur l'autre table et donc sur tout le monde qui va complètement faire imploser la table. Becky Lynch a un boulevard pour remporter le match, elle va ramener AJ Lee dans le ring, tenter le Manhandle Slam, mais AJ Lee retourne ça en Black Widow. C'était très, très propre d'ailleurs comme enchaînement. Et finalement, Becky Lynch va taper pour offrir la victoire à l'équipe adverse. CM Punk et AJ Lee l'emportent dans ce match, c'était le résultat logique, je pense. Voilà, il y a eu une belle ambiance quand même. AJ Lee n'a pas fait tâche dans ce match, on peut dire que she still got it. Et je pense que ça promet des belles choses pour la suite, de la division féminine notamment. Ouais, voilà. Gros défaut de ce match quand même, je pense que c'était un peu trop long. Je pense qu'il y avait moyen d'écourter de 4-5 minutes, facile. C'était un peu too much, mais il y avait une belle ambiance, il y avait une sacrée atmosphère, un bel engouement autour des Jelly notamment. Maintenant, advienne que pourra pour la suite, et c'était sympa. En pré-main event, c'était cool, mais un peu long. Voilà, je me répète encore, mais c'était un peu long. Bon, avant qu'on passe au main event, il y a eu un petit segment, entrecoupé évidemment d'énormément de spots publicitaires. Enfin bon, oui, on a eu un petit segment, moi j'étais en train d'avancer, tu sais, je tapais, voilà, on avançait de 5 secondes progressivement pour arriver au main event. Et là, je vois l'Undertaker. Qu'est-ce qu'il vient faire là, l'Undertaker, à WrestlePalooza? Triple H nous a dit des surprises. Qu'est-ce que l'Undertaker va nous annoncer? Et donc l'Undertaker, il se retrouve en ringside, et il y a Stephanie McMahon en ringside. Donc ils s'assoient tous les deux, ils papotent, voilà, ils se disent on se connaît depuis longtemps, et patati et patata. Et l'Undertaker vient donc annoncer à Stephanie McMahon qu'il va l'introniser au Hall of Fame 2026. Et donc Stephanie McMahon est officiellement la première membre de la classe du Hall of Fame, c'est comme ça, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français du coup, mais elle est donc la première membre du Hall of Fame de 2026 pour le prochain WrestleMania notamment. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à retenir de ce segment. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est pas mérité pour Stephanie McMahon? Absolument pas, je pense que elle a été une présence tellement importante à la WWE depuis qu'elle est arrivée. Donc alors je sais plus trop, mais je crois que c'était plus ou moins pendant l'Attitude Era qu'elle a commencé à se montrer à l'écran. Et elle a été un personnage central dans la compagnie pendant une période. On a eu la période de l'autorité évidemment, quand elle a été general manager du côté de Raw. Elle a un peu catché aussi, certes. Mais voilà, Stephanie McMahon dans le Hall of Fame, je pense que peu de gens vont débattre sur le mérite de tout ça. Il n'y a pas de débat, pour moi c'est mérité. C'était un petit segment, voilà, entre deux, c'était cool. On peut passer au main event. Et le main event, aïe aïe aïe, Cody Rhodes défend le championnat de la WWE contre Drew freaking McIntyre. Vous savez très bien ce que j'ai dit sur ce match quelques fois, j'en ai parlé quelques fois sur la chaîne. J'en ai parlé dans la preview de WrestlePalooza. C'était le match que j'attendais le plus. À l'heure actuelle, il n'y avait aucun match qui m'animait plus que ça. Je ne voulais voir rien d'autre que Cody Rhodes contre Drew McIntyre pour le titre. Et en fait, déjà dès le départ, le match n'était pas non plus destiné à être grandiose finalement. Là, je dis avec le recul parce que voilà, moi j'avais des œillères. Je me suis dit ça ne peut pas être mauvais comme match. Et en soi, le match n'était pas mauvais. Mais déjà au départ, t'as pas énormément de construction quoi. Il n'y a pas grand chose. Il y a que dalle en construction. C'est un match qui aurait mérité 1 mois, 2 mois d'écriture. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter entre les deux. Ils ont été en équipe, ils ont eu un parcours similaire. C'est des mecs qui ont dû quitter la compagnie pour se refaire un nom et enfin revenir pour être les stars qu'ils méritaient d'être. Ils ont vraiment un parcours très similaire. Il y avait tellement de choses à raconter pour qu'au final, ça tourne autour d'un Claymore Kick contre la table, une signature de contrat qui est partie en steak. Et voilà. C'est tout. Et malheureusement, ça s'est un peu reflété dans le match et ça me désole beaucoup parce que franchement, j'attendais énormément. On a eu un match d'un peu moins de 20 minutes, alors fondamentalement, c'était très bon. Enfin, très bon. C'était bon dans le ring. Il n'y avait pas vraiment de faux pas, il n'y a pas eu de botch, c'était solide, c'était rythmé. On a eu un Drew McIntyre qui était, toujours dans son personnage, très provocateur. Et puis qui essayait justement de chercher la petite bête avec Cody Rhodes pour l'enrager un petit peu. Un Cody Rhodes qui vendait du coup ses blessures à la tête infligées par Drew McIntyre. Dans le selling, dans le storytelling, c'était pas mauvais. Mais je pense qu'il y a la frustration que c'est pas encore la bonne pour Drew McIntyre quoi. Je pense qu'il y a de ça qui joue. Et aussi le finish. Le finish est un peu... Enfin, je comprends pas. J'ai pas trop compris. Donc on a Drew McIntyre qui se retrouve en position pour reporter le Claymore Kick à Cody Rhodes comme il l'avait fait contre la table des commentateurs. Et là, l'arbitre il lui dit ah non frérot, t'abuses là, t'exabuses un petit peu, lâche ça. Du coup Drew il réfléchit, il est bloqué par l'arbitre et au final il fait genre non je vais pas y aller. Il y va, mais pendant tout ce temps là Cody Rhodes il a récupéré, Drew McIntyre s'explose le pied dans la table, retourne dans le ring, Crossroads 1, 2, 3, et c'est fini.
Ouais, j'attendais trop de ce match. Peut-être que j'en attendais trop, certes. Mais voilà, comme j'ai dit, que Cody Rhodes gagne, ça me dérange pas plus que ça non plus. Et je pense qu'en vrai, au vu du finish, au vu de ce qui a été raconté, il y a matière à faire une revanche. Et j'espère que c'est ce qu'on va faire. Maintenant, c'est pour quand Drew McIntyre, quoi? S'il n'y a pas de revanche d'ailleurs, c'est pour quand? Est-ce qu'on va attendre encore 2026, qu'il gagne le Rumble? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait? Et c'est ouais, ce qui est assez dommage aussi, c'est pourquoi l'arbitre il vient l'empêcher de faire ça, alors que y a rien qui l'interdit vraiment. Alors oui, voilà, on essaie de préserver la sécurité des catcheurs toujours. On essaie de nous vendre ça. Donc victoire de Cody Rhodes. Je suis pas mécontent que Cody Rhodes conserve le titre, mais j'aurais aimé peut-être déjà qu'on donne un peu plus de temps à ce match et je sais pas. Mais en fait, ouais non, je me rends compte que j'aurais aimé que Drew McIntyre gagne finalement. J'adore Cody Rhodes évidemment, je l'adore en tant que champion. Mais c'est peut-être ça en fait. La vérité, c'est que je me persuadais que les deux résultats m'allaient très bien. Mais finalement, bah, c'est quand pour Drew McIntyre? C'est quand? Est-ce que. Je sais pas. C'est vrai que ça commence à être limite inquiétant. Voilà, c'est un peu comme Kevin Owens, qui est le bon perdant, qui a ses opportunités, il en a plein, mais jamais il gagne. Jamais il ne gagne. Ou alors, bah, quand il gagne, c'est de courte durée, n'est-ce pas? C'est un peu désolant quand même pour Drew, et j'espère sincèrement qu'il va retoucher un titre mondial avant la fin de sa carrière à la WWE, parce que là, ça commence vraiment à nous préoccuper, là. Hein. Est-ce que Drew McIntyre va y arriver? C'est un peu tristoun. Enfin bon, ça vient conclure ce WrestlePalooza avec un show qui a eu des hauts, des très hauts et des très bas aussi. Dans l'ensemble, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était le pire show de l'année. Je saurais pas dire si on était jusque là parce que y a quand même un excellent Io Sky Stephanie Wacker qui relève grandement la note et dans l'ensemble le catch était pas mauvais. Pour moi, ce qui est de vraiment très très mauvais, c'est l'opener. Le reste c'était relativement solide, on a eu du bon catch quand même. Les matchs étaient plutôt bons, il y avait de l'ambiance quand même. Mine de rien, je trouve que le public était assez vocal. Bon bah sauf dans le meilleur match de la soirée, va savoir pourquoi. Mais ouais, peut-être on attendait mieux, je pense. Voilà, John Cena méritait mieux, Drew McIntyre méritait mieux, les Stephanie Wacker et Io Sky méritaient un meilleur public. Le match mix ne méritait peut-être pas d'autant de temps. Peut-être qu'on aurait pu répercuter ce temps dans un Cody Rhodes Drew McIntyre, peut-être dans un John Cena Brock Lesnar, ou alors enlever un petit peu de pub pour nous offrir plus de temps dans des matchs qui en auraient mérité plus. C'est peut-être ça la déception. Est-ce que c'est le pire show de l'année? Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient aussi d'une désastreuse première nuit de WrestleMania. Je sais pas, mais en vrai de vrai, avec le recul, possible. C'est peut-être le moins bon show de l'année, en tout cas du côté du main roster. J'attends vos avis avec impatience. Personnellement, j'ai pas passé un mauvais moment devant le show, mais il y a comme un petit goût d'inachevé, quoi. Et on dirait qu'il manque quelque chose. Et je pense que ce qui manque, c'est de l'or autour de la taille de Drew McIntyre. C'est peut-être qu'une question de temps, on le souhaite de tout cœur. Quoi qu'il en soit, donnez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve du coup mardi en live pour le retour du MyGM sur WWE 2K25. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.